Bonjour à tous, Sarah Israël au micro. Bonjour de Winnipeg. J'ai le privilège de présenter notre premier intervenant, le docteur Léonard Valentino, qui est président et directeur général de la Fondation Hémophile nationale de l'Illinois, États-Unis. Il a travaillé dans une université, il était pédiatre et spécialisé en hématologie, microbiologie, et il était directeur de l'université du trouble de l'hémophilie, du centre des troubles de l'hémophilie. Il a travaillé avec des enfants atteints d'une variété de troubles de la coagulation et de troubles, différents troubles de l'hémophilie. Il est, c'est un scientifique. Il a travaillé dans un laboratoire et il a fait des recherches dans le domaine de l'hémophilie avec des patients atteints d'hémophilie. Et donc, je lui donne tout de suite la parole en le remerciant d'avance pour son intervention. Bonjour à tous. Merci, Sarah. Je remercie Code Rouge de m'avoir invité à présenter mon travail dans cette conférence sur un thème qui, pour moi, est très important parce que les patients atteints de troubles de la coagulation sont des patients avec lesquels je travaille et je vais vous présenter les directives de 2021 pour la maladie de Willebrand et vous montrer leur importance. Je vais commencer par notre mission, la mission de la Fondation de l'hémophilie. C'est très important de comprendre la dernière ligne qui dit qu'il faut aider les familles et les personnes à s'épanouir. Cette conférence est importante. Nous allons aider les femmes atteintes de troubles de la coagulation à s'épanouir. Je vais vous présenter un petit peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui. D'abord, je pense qu'il y a un problème. Nous savons tous qu'il y a un problème. Quand on écoute le témoignage des patientes qu'on vient d'entendre, on se rend compte qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Nous en parlerons. Et que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème? Nous le verrons. Une étude de cas. Voilà une jeune fille dont je me suis occupée, que j'ai prise en charge dans mon université de Chicago et dans mon cabinet. Elle avait 16 ans, elle avait des troubles, elle avait des saignements abondants, elle a eu ses règles à l'âge de 12 ans. Ses premières règles duraient de 10 à 13 jours. Il n'y avait pas d'histoire de troubles de la coagulation dans sa famille. Donc, cette personne est venue et elle a vu plusieurs médecins et ces troubles de règles abondantes étaient un problème. Elle a été envoyée au département d'hématologie par son pédiatre qui ne connaissait pas tout cela, qui était nouveau, et elle a vu elle nous a envoyé cet enfant et lorsqu'on a vu cette jeune fille, on s'est rendu compte qu'il fallait l'évaluer. Ces symptômes, les symptômes de la jeune fille ont été donc analysés et ici, je vous mets quelques citations de personnes avec lesquelles j'ai travaillé et je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce type de choses et se rendent compte que ce sont des citations de choses que vous avez entendues dans la bouche de vos patients. Ces symptômes sont ignorés. Les personnes luttent. On leur dit ce n'est qu'un trouble léger de la coagulation. On ne leur dit pas que c'est un trouble grave. Ou sinon, on les met sous une protection terrible, on a peur de les toucher. Donc, il faut essayer de trouver un bon équilibre et aider les femmes à plaider davantage pour leur santé et auprès du personnel soignant et auprès du personnel des urgences. Donc, quels sont les défis que les femmes et les filles atteintes de troubles de la coagulation ou atteintes de maladies de Willebrand affrontent? Donc, cette jeune fille avait un gros problème, elle se tachait en permanence, elle tachait ses vêtements en permanence, elle ne pouvait pas participer aux activités de son école pendant ses règles, elle avait une carence en fer, une anémie, ce qui est très courant chez ce type de personnes, et elle avait beaucoup d'échymoses, elle formait des échymoses très facilement pendant toute son enfance. Alors,
20% des femmes atteintes de troubles de la coagulation ont des règles très abondantes. C'est une plainte qu'on entend régulièrement, hein, quand on entend les gynécologues parler. Alors, comment différencier des règles abondantes et d'autres causes comme tumeurs, etc., et les troubles de la coagulation? Alors, il faut analyser l'histoire de ces femmes. Nous parlerons de l'évaluation, des outils d'évaluation du saignement, mais quand on regarde 102 femmes atteintes de troubles de troubles de maladie de Willebrand, 95 parlaient de ménorragie, comparé à 61% de femmes sans maladie de Willebrand. Et ici, vous voyez la morbidité qui est associée à ces troubles de règles abondantes, hein. Donc, on a des effets psychosociaux. Et ce qui est important que nous devons ici dont nous devons tenir compte, c'est que ces femmes avec des règles abondantes, hein, ont une vie compliquée. Ça peut avoir un impact important. Et je m'occupe d'une femme qui a eu une hystérectomie à l'âge de 19 ans à cause de ces règles abondantes, parce que le gynécologue n'avait pas fait d'autres recherches et ne savait pas comment prendre en charge ces saignements. Et donc, on a pris cette décision, mais ça n'a pas résolu le problème. Donc, je crois qu'il nous faut réfléchir davantage sur ce que nous pouvons faire dans le cadre de ce type de problème pour les problèmes physiques et les problèmes mentaux, la qualité de vie. Il y a des problèmes au niveau de l'emploi, des études, hein. On entend des jeunes filles qui ne pouvaient pas participer aux activités de sport de leurs écoles, des femmes qui ne peuvent pas aller à leur travail, qui doivent prendre des congés en permanence. Et puis, l'impact perçu des règles pendant toutes les activités quotidiennes de la vie est important. Donc, on voit tout cela et on voit l'impact que cela peut avoir. Et on a ici un échantillon de 22 femmes atteintes de maladie de Willebrand. Et vous voyez, hein, tous les problèmes qu'elles vont avoir pendant leurs règles, hein. Donc, non seulement le problème psychosocial, mais aussi les problèmes et les impacts physiques. Seule l'hystérectomie et l'ablation chez des patients non diagnostiqués ont reçu un suivi spécifique et adapté. 8% des hystérectomies sont effectuées sans diagnostic. Donc, c'est vraiment une statistique terrible, non? Et donc, je crois qu'il faut vraiment former nos institutions pour augmenter le diagnostic, pour mieux préparer ces interventions. Et puis, bien sûr, il y a les complications liées à la grossesse, pendant la grossesse, et puis, bien sûr, les hémorragies intracrâniennes du nouveau-né qui présentent un pourcentage élevé également. Enfin, 30% des femmes ont eu des fausses couches. Donc, vraiment, c'est un défi, et ça a été un défi de faire comprendre cela aux gynécologiques, que les troubles de la coagulation avaient un impact important sur les grossesses, et notamment, elles pouvaient entraîner des fausses couches. Donc, encore une fois, j'insiste, il faut vraiment accroître la formation, l'éducation des gynécologues notamment pour mieux suivre ces grossesses. Je voudrais mettre l'accent sur l'importance du diagnostic et de sa rapidité, parce que regardez, ici, l'âge moyen de diagnostic d'une femme est de 33 ans, ce qui représente environ 16 ans après l'apparition des premiers symptômes. Il y a une initiative qui a été mise en place, qui s'appelle Personnes saines 2020, et justement qui cherche à mettre l'accent sur le diagnostic des personnes souffrant de troubles de la coagulation avant l'âge de 20 ans. Parce que vous voyez que cela a une importance considérable sur le reste du suivi des patients.
Donc, il faut inclure les troubles de la coagulation et notamment la maladie de Willebrand dans les maladies à diagnostiquer. Il y a des patients qui sont internés, c'est seulement à ce moment-là que l'on détecte leur maladie. Non, en fait, ces patients devraient pouvoir être diagnostiqués en mode ambulatoire. Alors, si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous pouvez voir ici l'effet de la menstruation sur les activités quotidiennes des personnes, des femmes souffrant de troubles de la coagulation. Regardez à droite. Regardez à gauche et à droite. Vous voyez que les femmes qui souffrent de la maladie de Willebrand souffrent d'un impact beaucoup plus important et souffrent de limitation de leurs activités et d'un effet direct négatif sur leur style de vie. Donc, vous voyez l'impact très important sur la qualité de vie, sur les activités quotidiennes de la maladie de Willebrand et par conséquent, donc, l'importance de son diagnostic. Nous savons donc que les troubles de la coagulation et notamment la maladie de Willebrand ont un impact considérable sur la qualité de vie de ces patientes. Alors, qui est chargé d'effectuer le diagnostic chez les femmes? Eh bien, il y a tout d'abord les médecins hospitaliers, il y a les hématologues, et cela devrait intervenir beaucoup plus tôt dans le parcours médical des patientes. Les hématologues interviennent beaucoup trop tard actuellement. Et je crois vraiment que c'est inacceptable que les hématologues soient si peu équipés, si mal équipés pour effectuer le diagnostic adéquat. Alors voilà le parcours du combattant en quelque sorte d'une patiente atteinte de maladie de Willebrand. Donc une jeune fille souffre de saignements. Elle se rend dans un service des urgences et ces saignements ne sont pas pris en considération à leur juste importance. Et ils ne sont pas considérés comme une morbidité. Le stress lié à des saignements importants est minimisé, n'est pas pris en considération à sa juste valeur. Pourtant, ces jeunes filles souffrent de saignements nasaux, de saignements de bleu, de très nombreux inconvénients liés à ces saignements qui ne sont pas seulement des saignements menstruels. Bien sûr, donc, elles ne peuvent bien souvent pas participer aux activités extracurriculaires et souffrent donc de conséquences négatives au quotidien. Donc, il faut prendre en considération ces patients et ajuster et accorder toute l'importance à ces symptômes et donc faire quelque chose. Donc, alors, parfois, enfin, il y a des tests de laboratoire qui sont effectués face à ces symptômes qui sont enfin pris en considération, mais bien souvent, le médecin ne sait pas quoi faire de ces résultats. Et même l'hématologue, bien souvent, n'est pas en mesure d'évaluer correctement les symptômes. Les tests, bien souvent, en fait, sont soit mal commandés, soit mal interprétés. Et donc, les résultats de tests restent là, non exploités, et puis le patient continue de souffrir de saignements. Alors, comment les patientes arrivent à consulter un hématologue? Cela, bien souvent, n'est pas clair, mais en tout cas, l'hématologue est chargé de
d'exploiter et d'interpréter l'ensemble de l'historique médical du dossier de la patiente, de son contexte familial. Et c'est seulement lorsque tout ce contexte est pris en compte que, enfin, il peut y avoir un diagnostic adéquat qui est posé. Et enfin, un traitement adéquat est proposé et là, les saignements commencent à réduire. Donc, bien souvent, ce sont des femmes qui ont déjà atteint la trentaine lorsqu'elles sont enfin diagnostiquées. Donc, qu'arrive-t-il avec ma patiente? Elle a enfin donc été diagnostiquée par un hématologue. Elle avait donc une maladie de Willebrand de type 1. Elle a été placée sous DDAVP. Elle continue de l'utiliser aujourd'hui si nécessaire. Et ses saignements ont donc enfin été bien contrôlés. Elle a pu reprendre son emploi c'est son engagement à l'école, toutes ses activités normales et puis les activités extracurriculaires également. Et donc, on voit pourquoi c'est important parce que avec un traitement adéquat, ces personnes peuvent vivre une vie tout à fait classique. Donc, il ne faut pas négliger, mépriser ces symptômes qui sont présentés au départ. Alors, les opportunités d'activation du patient. Alors, je crois qu'il convient d'encourager autant que possible l'auto-identification. Alors, pour cela, l'outil BAT est absolument fondamental et l'auto-BAT, dénommé ainsi, parce que c'est un outil qui s'est avéré relativement fiable et efficace, et notamment pour les femmes qui ensuite sont déjà évaluées à la recherche d'un diagnostic de maladie de Willebrand. Mais c'est un outil très efficace parce que, notamment pour les personnes qui ne sont pas encore diagnostiquées, cela permet à la femme de faire le suivi et donc de commencer une démarche aboutissant au diagnostic. L'autonomisation du patient également est un élément important. Qui peut être plus expert que le patient pour savoir exactement quels sont ses symptômes et quels sont les leviers qui permettent d'améliorer son état. Et donc, c'est la raison pour laquelle également les organisations de patients jouent un rôle très important dans la communication, la dissémination des directives et des différentes sources d'informations. De façon générale, et c'est mon troisième point, il faut améliorer la sensibilisation, améliorer la diffusion des connaissances, donc par des campagnes en ligne, notamment pour diffuser, accroître les connaissances sur les troubles de la coagulation. Par exemple, cette initiative qui s'appelle Let's Talk Period, parlons des règles, est une initiative menée qui a été très, très enrichissante pour diffuser tout simplement, faire connaître ces troubles et les solutions qui existent. Alors, comment les directives internationales pour les maladies de Willebrand peuvent rendre service, bénéficier aux patients et aux professionnels de santé? Eh bien, alors comment diffuser ces directives? Je crois qu'une conférence comme celle-ci en est un excellent moyen. C'est important pour nous de reconnaître que les directives ne sont qu'une première étape, qu'il nous reste encore beaucoup de travail pour mettre en œuvre ces directives, mais également pour, donc, encore une fois, accroître l'éducation, les cliniciens, les patients et surtout tous ceux qui présentent un risque de maladie de Willebrand. Donc, informer sur la possibilité de développer un trouble de la coagulation. Donc, l'éducation, la formation, c'est très, très important. Et je crois qu'il nous faut également consolider la collecte des données sur ces maladies. Et c'est un petit peu aussi l'objet de ces directives.
Alors, en résumé de ma présentation, je voudrais donc rappeler combien la maladie de Willebrand est une charge, est un poids pour les patients. Les femmes qui souffrent de la maladie de Willebrand souffrent de nombreuses limitations dans leur vie quotidienne et notamment de troubles de l'humeur. Les patients vont souvent consulter un même spécialiste plus d'une fois pour des saignements et attendent très longtemps avant de bénéficier enfin d'un diagnostic pour raccourcir absolument ce cycle. La gestion par ailleurs de la maladie de Willebrand est compliquée. Il y a des différences dans les pratiques cliniques. Il faut pour cela donc harmoniser les processus et aider les cliniciens et pour cela donc développer des directives pour aider les cliniciens et les patients. Enfin, une fois que ces directives sont bien mises en place, il faut les disséminer, les diffuser et puis communiquer dans les langues locales. Bon, donc je vous remercie à tous pour votre attention et je remercie, je félicite les femmes qui ont rendu possible cette conférence, qui sont un formidable exemple d'autonomisation des patients.